Et nos invités sont Monsieur Jean-Louis Blot, président d'Endemol Shine France, Pascal Breugnot, dirigeant Red Mama Productions, Pierre Catan, fondateur et producteur Small Bang, Pascal Mazzella di Bosco, psychanalyste, Frédéric Stens, écrivain et fondateur de Names. Pardon. Names, excusez-moi. Et voilà, je vous laisse. Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose de vous asseoir et de commencer ce débat qui est consacré au monde d'après. Alors effectivement, la question qu'on va se poser avec humilité aujourd'hui, qu'on a commencé à préparer ce midi avant d'échanger devant vous, c'est à quoi ressemblera le monde d'après, et notamment ce monde du cinéma, de la production audiovisuelle, de la communication, d'après la pandémie. Question effectivement qui nous concerne tous, sur l'impact sur nos vies de ces contenus audiovisuels. Et on a tous assisté à une accélération de la digitalisation pendant cette période et à des modifications de consommation, de l'économie de notre projet et surtout de nos perceptions, de nos ressentis, peut-être de nos profils psychologiques ont été impactés. Et ça a pour conséquence de peut-être changer la donne et d'être un message intéressant sur la manière dont nous allons pouvoir construire, ou en tout cas rebondir par rapport à cette période et ce choc sanitaire. Et c'est la raison pour laquelle je suis très heureux d'accueillir à mes côtés sur ce plateau ces 6 invités qui sont des acteurs clés du domaine de l'audiovisuel. Alors, une première question que j'aimerais poser aux 6 invités est une question qui est d'abord un premier constat, c'est qu'est-ce qui a changé cette pandémie dans le domaine qui est le vôtre ? Est-ce qu'on peut considérer qu'il y aura un avant et un après ? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire concrètement dans ce qu'on peut vivre aujourd'hui, tel que vous le percevez, de cet impact, de ce choc sanitaire ? Alors, je vais peut-être démarrer par Madame la sénatrice, Laure, si vous voulez bien. Qu'est-ce que ça a changé ? Quelle est votre perception par rapport à cette pandémie et à ce monde qu'on connaît aujourd'hui, qui n'est pas tout à fait celui d'hier, mais qui n'est pas encore celui d'après? Alors ça dépend si vous me... bonjour à toutes et à toutes. Je ne sais pas si vous me parlez du coup même de mon milieu, de mon milieu politique. On va parler ensuite bien sûr du monde de l'audiovisuel et du cinéma, mais pour nous, ça a changé beaucoup de choses parce qu'on a vécu comme tout le monde en visio. Et moi, je ne peux pas considérer ma vie politique sans avoir ce contact humain, d'être sur mon département, dans mon territoire et d'être en permanence en relation avec les gens pour lesquels je vote des lois et pour lesquels j'ai envie de travailler. Donc c'était un moment de grosse frustration, voire de déprime. Et c'était un peu surréaliste de continuer à siéger normalement au Sénat et à l'Assemblée nationale, et d'avoir cette coupure avec le réel. La seule chose qui nous a finalement consolés, et j'associe mon amie Sylvie Robert qui est dans la salle, qui est sénatrice avec moi dans la même commission, et j'en parlerai tout à l'heure, mais on travaille justement sur tous ces sujets culture ensemble. Je pense qu'elle sera d'accord avec moi. La seule chose qui nous a consolés pendant cette période-là a été de voter dans les plans d'urgence à chaque fois ces plans d'aide, notamment pour le milieu de la culture. Et à chaque fois, on avait l'impression d'être utile et de se dire ces gens-là vont tenir grâce à nous. Et c'est un peu prétentieux quand je dis ça, mais enfin, on est en soutien, mais évidemment, au gouvernement. Et on avait beaucoup de témoignages de ce monde de la culture qui était en berne. J'ai même, si je peux raconter une petite anecdote, le 8 mars dernier, c'est la journée internationale de la femme. Et il y a un mois avant, j'ai mon ami qui dirige l'Opéra de Paris, Alexander Neff, qui m'appelle et qui me dit voilà, moi mes musiciens ils en ont ras-le-bol de travailler en fait en huis clos dans des toutes petites salles de l'opéra. Est-ce que tu aurais un EHPAD dans ton département de l'Essonne
où on ne pourrait pas venir jouer devant quelques personnes âgées. Et je lui dis pourquoi pas, enfin, ça a mûri assez vite dans mon esprit. Au bout de 5 minutes, je lui dis mais pourquoi des personnes âgées? Moi je suis sur le plateau de Saclay et j'ai également beaucoup d'étudiants qui sont en Berne et qui en ont marre aussi d'être dans leurs 4 murs et qui manquent aussi de moments culturels. Et en quelques jours, on a monté... alors le préfet était vent debout parce que bien évidemment on n'avait pas le droit encore de se réunir, donc heureusement il n'est pas venu parce qu'on a un tout petit peu augmenté les jauges qui étaient indiquées. Et en fait j'ai fait dialoguer 4 concertistes femmes avec une dizaine de chercheuses, jeunes chercheuses femmes sur le plateau de Saclay, dans le très beau nouveau école normale supérieure qui s'est installée. Et ça a été un moment magique. Et donc, à part ce petit moment-là, on a vécu, je pense, avec Sylvie et d'autres, dans vraiment ce besoin, cette attente de faire en sorte que la culture revive. Un monde suspendu, mais quand même des actions concrètes, donc, pour faire bien sûr. Bien continuer la vie. Et dans un domaine qui n'est pas celui qu'on traite aujourd'hui, mais notamment sur le livre, on est très, très allantes toutes les deux aussi. On fait toutes les deux une proposition de loi sur le livre et on s'est battues toutes les deux pour que les librairies soient cataloguées comme commerce essentiel, ce qui a permis aussi aux gens de réapprendre à lire en attendant de pouvoir retourner au spectacle ou au cinéma. Merci Laure. Je propose à Jean-Louis Blotte, qui est à vos côtés, de donner sa vision de qu'est-ce que ça a changé. Alors, Jean-Louis Blotte, c'est le président de Endemol Shine, qui est quand même un des acteurs clés en France de la production. Donc, vous êtes un très bon observateur. Qu'est-ce que ça a changé concrètement dans la production, dans l'économie de la production finalement, cette période où les gens quand même ont consommé plus d'écran? Bonjour. Pas grand-chose. En fait, ça a changé des choses dans notre vie quotidienne. C'est effectivement avec les protocoles sanitaires sur les productions, les difficultés à voyager et à se retrouver à l'international ou dans toute la France avec les différents collaborateurs. Oui, ça a changé à ce niveau-là. En revanche, dans notre métier, malgré la surconsommation des programmes à la télévision, on n'a pas eu une surcommande des programmes en termes de production. C'est parce que tout s'est arrêté, c'est ça, pendant Tout s'est arrêté, tout simplement, comme dans beaucoup de métiers. Notre métier s'est arrêté aussi, et donc il y a une reprise aujourd'hui, mais on n'est pas dans le monde d'après, on est dans des programmes qu'on faisait avant et qu'on continue à faire, avec des protocoles un petit peu différents, mais au final assez peu de différence. Donc économiquement, peu de différence, à part cette parenthèse du confinement, et artistiquement ou éditorialement aussi assez peu de différence, à part la mise en scène et entre guillemets des protocoles sanitaires qu'on est obligé de faire passer au public aussi, mais à part ça, on n'est pas dans le monde d'après encore, franchement. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un rattrapage, une reprise, et qu'aujourd'hui on voit des signes avant-coureurs on revient à... Alors on a clairement économiquement une reprise en V, c'est-à-dire qu'après l'arrêt pratiquement total de notre activité, on a un redémarrage très brutal, très très fort, en particulier juste avant les vacances, c'est-à-dire au mois de mai, juin, juillet de cette année, parce qu'il fallait... Les diffuseurs ont anticipé aussi la reprise économique et en particulier celle du marché publicitaire, donc ils ont commandé beaucoup d'émissions et ils se sont dit on a une fenêtre de tir qui est peut-être assez courte avec une reprise possible de la pandémie aussi au mois de septembre, donc on a eu beaucoup de commandes à ce moment-là. Je pense que c'est un petit peu pareil pour la fiction aussi, moi je parle du flux, et avec une espèce de plein emploi dans notre secteur qui n'était pas arrivé. Mais durable ? Pardon ? Est-ce que c'est un phénomène durable ? Non, ce n'est pas un phénomène durable. Aujourd'hui, on continue à bien travailler, mais on travaille autant qu'en 2019. Voilà, il n'y a pas de changement. Merci Jean-Louis. Pascal Brognot, donc vous êtes productrice, réalisatrice, scénariste. On vous doit beaucoup d'émissions, j'allais dire, phares de la télé. Est-ce que vous avez noté que cette pandémie a permis, au moment où les choses ont pu redémarrer, comme disait Jean-Louis, de voir émerger quelque chose de différent? Est-ce que ça a changé véritablement, notamment sur la créativité des programmes? Je crois que c'est un sujet qui vous tient à cœur. La créativité des programmes. J'ai pas trouvé que le moment de la pandémie, au moment où elle était au plus fort, j'ai pas trouvé qu'il y avait un changement particulier,
Simplement, je trouvais quand même que l'espèce de peur, de crainte des échanges, notamment en étant trop proche des gens, ça modifiait les rapports entre les gens qui créaient des programmes. C'était un sentiment d'avoir envie de s'éloigner pour se protéger. Mais ça a duré que quelques mois. Et au niveau des idées qui étaient proposées, malheureusement, ça n'a pas provoqué, à ce moment-là, au moment du début de la pandémie, la stupeur de ce qui nous arrivait n'a pas provoqué de... Donc on n'a pas retrouvé quelque part une espèce de libération créatrice de la production audiovisuelle française après une période qu'on a connue, quoi. Enfin, moi j'imaginais qu'on allait sentir un vrai ralentissement du désir de produire, d'inventer, etc. En fait, c'est resté assez monotone, assez comme d'habitude, je dirais. Et du coup, j'ai beaucoup attendu sur le moment où il a été question de reprendre la production, de chercher à nouveau et d'une autre façon l'adhésion des spectateurs, les distraire ou les faire réfléchir ou ce qu'on veut. Mais je m'attendais à avoir beaucoup de propositions et beaucoup d'idées qui sortaient. Ça n'a pas été le cas parce que après, on avait l'impression que chacun avait trouvé confortable d'aller mollo et qu'il n'y avait rien d'urgent finalement à reprendre un rythme normal d'excitation, de rivalité. On est toujours en train, dans nos métiers, on est toujours en train de guetter. Et ceux qui arrivent avec des idées neuves, qui vont installer, non pas une marque, mais en tout cas là, installer un nouveau style de télé. On a envie de ça. Au niveau de l'esthétique, un nouveau quelque chose. Et de très visible, de très notable, on n'a pas eu. Alors, je pense que ça va venir maintenant. En attendant un peu plus, forcément, ça va venir, mais en tout cas, je pensais que ça viendrait plus vite, disons. Voilà. Et je me demande surtout comment il faut faire maintenant pour forcer ceux qui ont quelque chose à dire à le dire. Parce que finalement, les créateurs, il faut aller les chercher aussi. Il faut leur donner un petit confort, il faut les fouetter très fort, il faut beaucoup s'en occuper pour que des choses nouvelles sortent. Ils ont besoin d'accoucheurs, d'accoucheuses, et il faut y passer beaucoup de temps, et pour l'instant, peut-être n'y avons-nous pas passé suffisamment de temps, mais voilà, il y a encore un trajet sérieux à faire. Voilà. Donc on est toujours dans le monde d'avant, mais on peut espérer qu'il se passe des choses maintenant, si je comprends bien votre message. Voilà. Merci Pascal. Pierre Catan. Alors Pierre Catan, c'est un producteur, c'est un auteur, c'est un journaliste. C'est aussi l'instigateur d'une démarche que je trouvais intéressante d'ailleurs, le transmédia. Il faut que vous nous expliquiez, Pierre, absolument ce que c'est, parce que pour notre audience, qu'elle soit présente ici dans la mairie du 6e ou sur Internet, peut-être d'expliquer ce que c'est. Vous, qu'est-ce que ça a changé? Et puis j'aimerais aussi avoir votre point de vue par rapport à cette utilisation des contenus qu'on trouve sur Internet et qui a eu quand même un impact considérable durant cette pandémie. Bonjour. En fait, oui, donc moi je m'occupe, comme à peu près une centaine de producteurs et de productrices en France, de produire des contenus numériques. Donc c'est des contenus qui sont des contenus audiovisuels, mais qui intègrent le code dans la grammaire de l'écriture. Donc on fait en général de l'image, du son et du code. Voilà. Donc ça peut être du jeu vidéo. Le code étant partie intégrante de la production pour vous? Pour moi, c'est de la production audiovisuelle. C'est de la production aussi. C'est de la production audiovisuelle. C'est comme quand on est passé du cinéma muet au cinéma parlant. À un moment donné, on produit des contenus audiovisuels qui embarquent une part de programmation. Pour moi, les jeux vidéo en font complètement partie. Moi, j'ai trouvé que la pandémie, c'était quelque chose de... C'était un révélateur, en fait. Et j'ai trouvé notamment que ça avait permis de débloquer des choses qui étaient bloquées depuis très longtemps. Par exemple, l'école, le sujet des contenus, de l'enseignement, de l'école à la maison, que France Télévisions a su mettre en place en une semaine et sur lesquels nous, on réclamait déjà depuis au moins 10 ans
que les choses évoluent, qu'on mette les contenus scolaires à disposition des élèves, de leurs familles, gratuitement, avec des méthodes d'apprentissage qui se basent sur le bénéfice qu'amènent les processus vidéoludiques, l'interactivité. On sait que quand on est en interaction avec un contenu, on mémorise mieux, on se rappelle mieux, on a moins le sentiment de l'ennui. C'est le learning by doing, hein, c'est ça. Voilà, exactement. Et en fait, j'ai trouvé que la pandémie, elle avait amené ça, elle avait amené du possible, dans un contexte où, en fait, très concrètement, les gens freinent les mutations numériques. Tout le monde ne parle que de ça, mais c'est difficile à accoucher. Et j'ai trouvé très intéressant pendant la pandémie le fait que France Télévisions accroche cette mission de service public à sa panoplie et que dans toutes les familles en France, on ait pu proposer et offrir à des enfants scolarisés ou à des jeunes scolarisés un complément par la télévision de ce qu'on apprend à l'école. Et ça, je trouve que voilà, c'est un grand enseignement. C'est que quand on fait face à une crise comme ça, en fait, nécessité fait loi. Et du coup, ça a accéléré beaucoup les choses. Il y a un autre élément qui, pour moi, me semble très intéressant et qui n'est pas forcément lié seulement à la question des contenus et de la production du visuel, c'est que à l'heure où on parle beaucoup d'identité, de fragmentation, etc., là, en fait, la pandémie, elle nous a interpellés en tant qu'espèce. Et moi, pendant toute la durée de la pandémie, des confinements, quand on était 5 milliards d'êtres humains à être confinés sur 7 milliards, j'ai trouvé que c'était peut-être la première fois de l'histoire de notre espèce qu'on était quelque chose en commun, finalement. Voilà, qu'on était confrontés en tant qu'espèce. Et comme on est souvent convoqué dans nos identités en tant que nation, en tant que peuple, en tant que religion, en tant que genre, en tant qu'ethnie, là, moi, ça m'a fait du bien. Et j'ai espéré que, en fait, on allait réagir en tant qu'espèce, gommer un tout petit peu ce qui divise Homo sapiens partout sur le globe, pour répondre, en fait, collectivement, en tant qu'espèce, aux défis qui nous font face. Et je pense que sur ça, la génération plus jeune, la génération de Greta Thunberg, sont beaucoup plus lucides et beaucoup plus près que nous le sommes, que nos aînés le sont et le seront jamais. Et je pense que ce sera eux, ils vont vraiment le faire, mais que c'est quelque chose dont on a vraiment besoin. Et pour ça, la télévision et les médias globaux, pas les médias sur Internet, mais la télévision, des médias qui réunissent, c'est des médias qui ont de l'avenir. Je ne disais pas ça il y a 10 ans. Mais vraiment, c'est clair que le fait qu'on puisse être des dizaines de millions de personnes à regarder les mêmes programmes au même moment, comme les Jeux Olympiques ou des grands concerts ou des grands événements, en fait, ça crée autour du média télévisuel quelque chose que les médias sociaux et Internet ne parviennent jamais à faire. C'est pas leur vocation non plus. C'est pas leur vocation. Fragmentation des audiences. Tout à fait. On y reviendra tout à l'heure. Hein. Voilà. Merci Pierre. Pascal Mazzella Didosco, vous avez une particularité, c'est que vous êtes psychanalyste. Oui. Alors c'est intéressant de voir ce qui a changé pour les gens, parce que vous les écoutez, vous les accompagnez, vous essayez de les comprendre, de les soigner. Qu'est-ce qui a changé pour vous ? D'abord, bonjour, merci. Ce qui a changé, c'est qu'une psychanalyse soit là sur un débat sur ce sujet-là. Donc on a des fauteuils, on n'a pas de divan, désolé. Mais je pense que justement la pandémie y est pour beaucoup, parce qu'on a parlé de nous tous les jours à la radio, à la télé, enfin on parlait de nous tout le temps. Donc probablement c'est une des raisons pour lesquelles je suis là, très extérieure au sujet, mais je suis là. Je suis beaucoup d'accord avec ce que vient de dire Pierre sur l'inédit, au même moment, tout le monde dans la même situation par rapport aux mêmes problèmes en même temps. Pour moi, en tout cas, ça m'a fait évoluer dans mon métier, mais de façon magistrale. Ça a généré une créativité que je ne soupçonnais pas. Et l'usage d'un média que un mois avant, on m'aurait demandé une consultation par téléphone, j'insiste, audio. J'aurais dit, non, jamais de la vie, ça va pas ou quoi. Enfin, bon. Donc, du coup, le 16 mars 2020, j'ai été prête immédiatement à proposer à mes patients de poursuivre le travail de prise en charge, parce que j'ai senti que ça allait être encore plus important, par téléphone. Où qu'il se trouve, c'était par téléphone, sans que ce soit visuel, pour ne pas être ingérante et ne sachant pas dans quelles conditions les gens allaient vivre. Mais vous avez dérogé à la règle du face-à-face, finalement. Donc, en fait, c'était c'était vraiment que la parole.
Et au bout d'une semaine, je me suis rendu compte qu'il allait falloir intervenir sur le physique, sur le corps. Donc je leur ai dit, où que vous vous trouviez, où que je sois, à chaque séance, chaussez votre casque. Alors moi je dis les oreillettes, mais ça s'appelle des AirPads, je crois, et aux oreilles. Des AirPods même, des AirPods. Et donc on va marcher ensemble pendant la consultation tout en n'étant pas ensemble. Donc on va continuer à s'occuper du psychique, mais on va s'occuper du corps, parce que le corps va être à l'arrêt pendant très longtemps, et donc l'un ne va pas sans l'autre. Donc moi, j'ai marché avec mes patients sans être avec eux. J'ai fait des consultations par téléphone en marchant. J'ai fait des adeptes qui marchent maintenant du coup tous les jours depuis le confinement. Et en fait, contrairement à l'idée du dogmatisme de la psychanalyse dans lequel moi je ne m'inscris pas, j'ai intégré la possibilité de consultation par téléphone. C'est intégré dans ma pratique. C'est-à-dire que je n'en ai pas fait quelque chose d'exceptionnel, parce que j'ai vu que ça arrangeait beaucoup de gens, qu'il y avait des gens qui étaient partis, qui avaient quitté Paris, d'autres qui étaient beaucoup en télétravail. Enfin bon, bref, j'ai intégré la possibilité... Peut-être certains qui avaient peur aussi de quitter leur domicile, de s'exposer à un risque à ce moment-là. Je parle de 2020. D'arrêter le travail en thérapie ? Non, de se dire qu'ils ne pouvaient pas venir physiquement dans votre cabinet et que dès lors, c'était la bonne solution. Mais pour moi, ça a été évident de ne pas couper le lien. Donc c'est pour ça que ce que je n'aurais pas imaginé pouvoir faire par téléphone, c'est imposé à moi du fait de l'événement, dans le forçage de la pensée, et de me dire c'est un inédit, comment je peux répondre à ça, et est-ce que je peux y répondre ? Donc ma réponse a été cette proposition, et ils m'ont tous remercié que ça ne soit pas visuel, justement. D'autant plus qu'ils étaient en télétravail, donc ils étaient déjà avec des écrans tout le temps, et là c'était en marchant et que audio. Donc c'était ne pas essayer de produire une ingérence sur leur vie personnelle, dans leur intimité, mais on quittait le face-à-face pour le téléphone, la voix, en marchant, ce qui est totalement novateur. Ouais. Oui, et puis marcher, ça favorise la pensée. Donc c'est un beau changement, effectivement. Ça a été, mais il y a eu même des patients qui ont fait des bons grâce à ce protocole de marcher pendant la séance. Mais Freud faisait ça, en villégiature, il proposait à ses patients l'été de le suivre en villégiature et de faire les séances en marchant dans la montagne avec lui. Donc, en fait, j'ai rien inventé, c'est toujours pareil. Je me suis saisie de quelque chose qui avait existé. Merci Pascal pour ce témoignage de ce qui a changé. Et pour finir dans ce premier tour, c'est avec Frédéric Stenz. Alors Frédéric Stenz, vous êtes le fondateur et le directeur général d'une agence qui s'appelle NAMS, qu'on ne connaît pas forcément, mais qui est très, je dirais, qui a pignon sur rue, parce que je parle au grand public, bien sûr, tous les professionnels de la communication, ils vous connaissent, puisque vous avez notamment la spécialité de créer des marques pour vos clients. Je pense notamment à Engie, Stellantis, qui sont quand même des grandes entreprises qu'on connaît tous. Mais ce qui me semble intéressant, c'est votre vision, vous qui êtes un spécialiste des marques et notamment de cette évolution qu'on a connue notamment sur les réseaux sociaux, où on parle de personal brand, c'est-à-dire de marque personnelle. Qu'est-ce que la pandémie a changé dans ce que vous observez dans votre métier ? Alors, bonjour à tous et à toutes. Ce que ça a changé, c'est pas grand-chose en réalité. Là, je rejoins un peu le point de vue de Jean-Louis sur le fond. C'est-à-dire que ça a plutôt été un révélateur, au sens où, ça a été très bien dit, Pascal l'a évoqué, ça a été un peu le retour de la peur dans l'existence. Et la peur, on s'en était un petit peu dispensé, on se pensait à l'abri justement du fait de l'action au quotidien, qui est une action permanente des marques dans notre vie. Les marques, elles ont ceci de particulier que c'est un peu comme des panneaux sur l'autoroute, c'est-à-dire que quand vous voulez vivre une expérience, vous sentir bien, bien manger, vous allez directement à une réponse qui vous est proposée, que vous connaissez, et qui vous fournit littéralement des panneaux sur l'autoroute. C'est-à-dire que vous savez à combien de temps vous allez être, vous savez ce qui va se passer, vous n'avez pas de surprise. Et dans ces moments de grande peur, on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait justement des phénomènes un peu d'innovation, des phénomènes d'écart, des phénomènes de pas de côté. Et on a observé plutôt justement un repli sur ces valeurs de marque. C'est-à-dire on est allé chercher des références, on est allé chercher ce qu'on appelle de manière un peu brutale des top of mind, c'est-à-dire les premières idées qui nous viennent à l'esprit, pour se rassurer, pour essayer d'avoir un horizon, pour essayer de se retrouver.
et d'une manière totalement individualisée. Et c'est là où, effectivement, du point de vue du média, ça interagit énormément, parce que là, effectivement, c'est le triomphe des marques sur les réseaux sociaux, qui, effectivement, de par leur paramétrage, de par leur algorithme, vont livrer une vision très exclusive, en fait, de l'information. C'est une information unique, à usage unique, pour des personnes uniques. Et effectivement, dans un moment où on aurait eu besoin de célébration, on s'est rendu compte qu'au contraire, on s'enterrait. C'était un peu à une époque, il y a eu le cocooning, puis le nesting, puis le burrowing, qui était, en fait, effectivement, au début, on était dans un nid, enfin dans un cocon, après on est dans un nid, après on est carrément dans son terrier. Et là, on avait tous le sentiment d'être presque dans un cabinet, presque une cellule. Et effectivement, on se rend compte à ce moment-là que, curieusement, là où on aurait pu s'attendre à une libération de créativité extraordinaire, il y a plutôt eu un repli sur ce qu'on voit être aujourd'hui les fondamentaux. Il y a un chiffre qui m'a un peu étourdi, qui est très récent, c'est que quand on interroge la population, 60% des personnes interrogées pensent que les marques vont apporter une réponse au Covid. Moi, ça me paraît sidérant, en fait. Je ne pense pas que ce soit leur rôle, en réalité. Je pense qu'effectivement, à ce moment-là, on aurait pu s'attendre à d'autres natures de réactions. Donc moi, j'ai plutôt le sentiment qu'on est dans cette reconfirmation de cette solitude cognitive dans laquelle on se retrouve par les réseaux sociaux, et aussi un peu de ce, comment on pourrait appeler ça, de ce conformisme statistique dans lequel ils nous enferment, si bien qu'effectivement, on a assisté à un peu des relapses, c'est du rattrapage. Là où on aurait pu s'attendre à une révolution. Voilà. Donc, Merci Frédéric. Alors, je voudrais peut-être poser une question maintenant à Jean-Louis, à Pascal Brognaud et à Pierre, qui sont des producteurs reconnus. Produire, c'est finalement... produire une émission, c'est s'adresser au plus grand nombre. Internet a changé complètement la donne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, deux phénomènes clés, c'est d'abord, on a affaire à quelque chose de plus en plus précis, puisqu'on sait que les algorithmes nous permettent de cibler les individus au plus près de leurs attentions, de leurs attentes, etc. Puis la deuxième chose, c'est que beaucoup des spectateurs deviennent eux-mêmes des acteurs et des producteurs de contenu. Comment vous voyez les choses dans votre industrie, dans votre métier, dans un contexte aussi, je dirais, en transformation, tel qu'on l'a connu, et on a vu que, bien évidemment, la consommation d'Internet n'a pas baissé pendant cette période de la pandémie, bien au contraire. Alors, c'est vrai que le temps d'écran pendant le Covid a beaucoup, durant cette ère Covid, entre guillemets, pendant le confinement, a explosé. Donc c'était quelque chose, entre guillemets, de glorifiant, ou entre guillemets, de gratifiant pour nous, producteurs, parce qu'on avait de plus en plus de monde. Et pour la première fois depuis des années, la courbe s'est inversée et les gens regardaient à nouveau en plus grand nombre nos émissions. Donc c'est quelque chose de positif. Derrière, ça nous donne aussi quelque part des devoirs, entre guillemets. Il ne faut pas qu'on les déçoive, mais il faut surtout qu'on continue à rassembler. Moi, je pense que la société française, aujourd'hui, elle est clivée. Et notre boulot de producteur aussi, c'est de rassembler. C'est de trouver quelque chose qui va permettre aux gens de se retrouver, de se réunir à nouveau devant l'écran de télé. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que le public, les plus jeunes, fréquentent d'autres écrans que l'écran télé. Donc c'est un de nos objectifs aujourd'hui de les retrouver, de les faire revenir vers ces contenus que nous, on fabrique à destination des diffuseurs classiques, mais aussi à destination des éditeurs en SVOD. Et donc voilà, donc ça c'est un des trucs qui a vraiment... ça avait commencé un petit peu avant le confinement, c'est-à-dire réunir la famille devant l'écran, la fameuse écoute conjointe dont les diffuseurs nous ont beaucoup parlé, pour des raisons principalement d'empêcher le vieillissement du téléspectateur. Et la plupart des émissions aujourd'hui ont plus de 60 ans de moyenne d'âge en termes d'audimat. On va en parler parce que c'est un grand sujet, bien évidemment. C'est un sujet important. L'âge de l'audience. Ouais. Donc on cherche aujourd'hui à rajeunir, à ramener les jeunes devant ces programmes. Et voilà, donc il y a eu plein d'essais de faits avant le confinement, juste après le confinement. Ça n'a pas toujours été couronné de succès, mais on continue. C'est vraiment quelque chose qui va... les prémices étaient déjà là avant le confinement, donc ça continue, on continue là-dedans. Mais la vraie difficulté, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a toujours fait un métier qui était du B2B, c'est-à-dire de vendre des produits à des professionnels, entre guillemets, qui, eux, allaient le vendre au grand public ou aux agences. Là, aujourd'hui,
le boulot les choses changent, c'est-à-dire que même des producteurs aujourd'hui créent leur propre plateforme SVOD. Je pense à Far West, une société de production française qui n'est pas très importante et qui a créé un service SVOD sur les faits divers. Voilà, donc c'est possible. Notre métier est en train de changer en se disant est-ce qu'aujourd'hui on va devenir un peu plus B2C et est-ce qu'on va s'adresser directement avec nos produits au consommateur final de nos programmes? C'est la vraie question et avec des méthodes de production qui sont différentes parce que tant qu'on est sur un modèle B2B, on a les moyens de produire. À partir du moment où on devient sur quelque chose de B2C, il faut un investissement important en communication et derrière avec une rentabilité qui n'est pas évidente. Vous passez du rôle de producteur à producteur plus diffuseur. Producteur plus diffuseur ou éditeur. Et en même temps, notre métier de producteur, il est en train de changer parce que quand on est producteur pour la SVOD, on est réduit le plus souvent à un rôle de producteur exécutif. Notre rôle de producteur délégué, il est un peu malmené parce qu'ils conçoivent leur métier d'éditeur de façon complètement différente des éditeurs classiques qu'on avait ensemble. En fait, on assiste quelque part à une mondialisation du rapport éditeur-producteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on avait un schéma français, entre guillemets, dans notre relation, par exemple, avec TF1 ou France Télévisions ou Web6, producteur et diffuseur. Et aujourd'hui, on est en train de nous appliquer, de nous imposer un schéma anglo-saxon dans la relation qu'on peut avoir avec Netflix ou Amazon. Ça aussi, ce sont des choses différentes. Donc notre métier, il est en train d'évoluer aussi à ce niveau-là. Alors tout ça n'est pas lié au confinement, c'est clair, c'est pas lié à ce qui se passe. Donc c'est pour ça que le monde d'après, aujourd'hui, pour nous, il est plus sur comment on va... Parce qu'en fait, il y a 24 heures dans la journée de tout le monde. Il y a un certain nombre de ces heures qui sont consacrées aux écrans. Donc nous, s'il y a moins de consommation de ce qu'on produit, c'est aussi parce qu'il y a une surconsommation ou une autre consommation qu'il n'est. Alors est-ce qu'on est concurrent de Facebook ou Instagram? Effectivement, dans la durée de la journée, oui. Après, créer un post Facebook ou Instagram, ça ne coûte rien. Et surtout, ça ne rassemble pas. Ça peut rapporter beaucoup, ça ne coûte rien. Et voilà. Et nous, entre guillemets, créer 1 minute de programme pour une chaîne de télévision, c'est beaucoup d'argent. Donc, mais on est concurrent dans la journée. Hier soir, ça serait intéressant d'ailleurs de voir, parce que les chiffres d'hier soir ne sont pas non plus explosifs. Alors justement, c'était ma question, tout le monde sait qu'il y a eu une grande panne de Facebook, WhatsApp et autres hier. Quelle est la conséquence sur la consommation des médias télé? J'ai regardé les audiences ce matin, en me demandant s'il y avait eu un impact. En fait, il n'y a pas eu d'impact. Je pense qu'il y a eu un impact sur les autres réseaux sociaux épargnés, c'est-à-dire que Twitter a dû exploser ce soir-là. Je pense que la consommation des réseaux, entre guillemets, ou messageries qui ne faisaient pas partie du groupe Facebook et donc qui n'ont pas été concernés, ont explosé. En revanche, la consommation télé n'a pas explosé. On est sur un bon lundi, il fait pas beau, etc. Tout ça, mais voilà, le TF1 n'a pas fait un très bon score avec l'affaire Villemin, etc. Et les jeunes n'étaient pas spécialement présents hier soir devant la télévision. Ce qui rassemble les jeunes aujourd'hui, c'est vraiment en télé. Ce sont les événements. C'est vraiment ça. C'est un match de foot, un événement, un concert, etc. Ouais. Merci Jean-Louis. Peut-être s'agissant de Pascal Brognaud, qui est quand même une pionnière de la télé-réalité. J'ai un souvenir ému de vos émissions Moi Je, Psy Show, qui ont vraiment apporté une dimension totalement novatrice à la télé. Comment vous percevez finalement l'influence qu'ont eu ces émissions de télé-réalité sur notre monde actuel, où finalement l'intimité a totalement disparu au profit d'une forme d'exhibitionnisme? On est tous en train de faire des selfies, on est tous en train de faire des vidéos, on est tous en train de faire des choses. C'est pratiquement Moi Je, Psy Show avant. Donc quelque part, comment vous voyez ça, vous, productrice, scénariste, réalisatrice, qui avez initié ça il y a maintenant un paquet d'années, et vous voyez que ça se réalise, mais chacun le fait. C'est ce qu'on disait avec Freisten, c'est du personal branding. Donc est-ce que pour vous c'est une évolution normale, mais pourquoi un tel exhibitionnisme chez chacun de nos concitoyens à s'exposer sur ces réseaux sociaux? Je pense qu'on a envie de s'exposer pour s'exprimer davantage, se connaître plus,
se rapprocher de ses voisins, voir ce qu'on a de commun avec les autres. Je pense que plus on dit des choses sur soi, et plus on a le sentiment que les autres vont vous prendre pour un des leurs. Vous voyez, tout d'un coup, c'est une façon de se familiariser, de faire que finalement on se sente comme les autres, qu'on se rapproche d'eux dans un monde où finalement en ce moment les gens sont plutôt solitaires. Hein. C'est un sentiment d'appartenance à une communauté. Ouais. J'ai vraiment ce sentiment-là. Je pense qu'ils ont envie de dire des choses sur eux parce que d'autres les vivent aussi et qu'ils vont profiter les uns et les autres de ce capital commun. Jusqu'à exposer son intimité personnelle quand même. C'est ce qui se passe là aujourd'hui. Ils exposent leur intimité personnelle. Bien sûr, oui, bien sûr. L'intimité personnelle, elle est de moins en moins personnelle. Oui. Entre le moment où je faisais des émissions, on avait vraiment besoin que les gens parlent d'eux. Ceux qui venaient, c'était vraiment des gens qui avaient vraiment des choses à exposer, qui ne pouvaient pas les résoudre tout seuls, qui avaient besoin des autres pour rentrer en communication avec eux et les aider à sortir du moule dans lequel ils étaient. Et c'est pas parce qu'il y avait un psy sur le plateau avec moi, ça changeait rien, si vous voulez. Et ils étaient là parce qu'ils pensaient que les autres allaient leur donner un coup de main. Et d'ailleurs, les autres donnaient un coup de main parce que après les émissions, il y avait plein de gens qui leur téléphonaient, qui voulaient parler avec eux, ça ouvrait vraiment un champ de compagnie, un relais. Pour nous, on était contents que ça crée comme ça des liens, des liaisons, des choses qu'ils pouvaient dire entre eux. Et ils recevaient des autres. Enfin, ils étaient enrichis vraiment de l'expérience des autres, dont ils profitaient. Ils savaient en profiter parce que c'était des gens comme eux qui étaient venus parler. Et j'ai jamais entendu... En plus, quand on faisait l'émission, on disait aux gens que si ils avaient dit pendant l'enregistrement des choses trop personnelles ou qui pouvaient gêner les familles, qu'on était tout prêt à voir avec eux de quelle façon... Et c'était souvent le cas ? Pardon ? C'était souvent le cas ? Ils demandaient à corriger ? Ils ne demandaient jamais à ce qu'on retirât quelque chose. Jamais. Parce que, d'abord, ces interviews se faisaient comme ça, en confiance. On se connaissait un peu, les uns et les autres, et ils n'attendaient que du bien de l'émission. Ils n'attendaient pas des critiques, un regard négatif sur ce type de confession. Et donc, ils sortaient de l'émission vraiment avec l'impression, d'avoir fait quelque chose d'important pour eux, et aussi d'important pour les autres. Alors, l'émission était plutôt bien traitée, même si au début elle choquait les journalistes, par exemple. Les journalistes, oui. Le public, non. Le public est venu tout de suite. C'était des grands succès populaires, vous avez raison, de vrais succès populaires. Donc, oui, Jean-Louis. Je voudrais juste rajouter quelque chose. À l'époque, et c'est juste pour dire que aujourd'hui notre concurrence, c'est aussi les individus. C'est-à-dire que il y a quelques années encore, quand un lambda allait à la télévision, il venait témoigner. Ça, c'est important. Aujourd'hui, quand quelqu'un va sur les réseaux sociaux ou autres, il se met en scène. Il devient lui-même producteur. Il se met en scène. Il montre ce qu'il a envie de montrer. Il le met en scène comme il veut. On n'est plus dans le témoignage. On est dans la production de contenu, pour moi. Alors que c'était nous qui le produisions en mettant en scène ces témoignages. Et aujourd'hui, les gens s'auto-mettent en scène dans ce qu'ils ont à dire et dans ce qu'ils veulent dire. Et c'est une vraie différence. Merci Jean-Louis. Pierre, juste une question. Là, on vient de bien comprendre qu'on a basculé, parce qu'avant, c'était des témoignages de personnes qui étaient dans une dimension de confiance, qui partageaient, peut-être avec des profils singuliers, mais qui exposaient à la télé, finalement, leur réalité, leur intimité. Aujourd'hui, c'est un phénomène de masse, de mise en scène, comme dit Jean-Louis. Et pourtant, on a le sentiment que Internet n'est plus la fenêtre ouverte sur le monde qu'on avait, mais plutôt le miroir de soi-même. Comment vous expliquez ça ? Déjà, je trouve que c'est intéressant parce que Jean-Louis vient de dire lambda. Et en fait,
ce à quoi on assiste, c'est qu'il n'y a plus de lambda. Il n'y a plus dans la population des gens qui ne comptent pas. Il y a plus, on disait lambda par rapport aux alphas. Les alphas dans les meutes animales sont les spécimens dominants. Et le lambda, par définition, est celui qui va suivre l'alpha. Or, en fait, on est post-lambda. Et on est post-lambda dans un contexte de fracture générationnelle profonde. Donc, en fait, c'est un mouvement massif qui ne concerne pas toute la population, mais une partie de la population, mais qui, dans 20 ans, concernera toute la population. Donc, c'est un signal faible, puisque les gens qui ont 20 ans aujourd'hui, dans 20 ans, en auront 40, et en fait, vont porter avec eux ce bagage-là, qui est un bagage, effectivement, pour moi, c'est un peu l'aboutissement de 68, quoi. Tout ça, ça a commencé en 68. On a décrété l'individu comme étant le Graal de la modernité, c'est-à-dire que la liberté, l'égalité, la fraternité se conjuguaient avec l'individu. On a un peu laissé de côté le collectif, même si le mouvement de 68 se voulait un mouvement très collectiviste. En réalité, ça a très bien fonctionné, cette révolution individuelle, où on s'est libéré, pour aller vite, des pères, des patrons et des prêtres. Hein, c'est ça, 68, on se libère des autorités, on s'autodétermine, mais en réalité, c'est le langage de l'individu, il va parfaitement avec le langage de la consommation et du marketing. Et aujourd'hui, pour moi, on est à l'aboutissement de ça, au bout du chemin de l'individu qui a brisé ses chaînes dans la société et qui est un projet de vie. En fait, notre projet de vie, c'est d'être des individus. Dans ce projet de vie-là, oui, se mettre en scène sur TikTok ou sur Instagram depuis l'âge de 10 ans jusqu'à sans limite, c'est bien l'aboutissement de ce chemin. Maintenant, la question, moi je trouve que la question qui se pose pour les jeunes générations, pour toute la société, c'est les mouvements de solidarité. Et il faut juste remettre en perspective le fait qu'il y avait 2 projets d'Internet depuis les années 70, depuis 1971 au MIT. Voilà. Quand Internet arrive, en fait, il y a tout de suite et d'emblée, parmi les fondateurs, 2 écoles. L'école de ceux qui veulent un Internet libre, au sens de la libre parole, et qui veulent partager les connaissances de façon gratuite et universelle sur le modèle de l'université, qui vont faire Wikipédia, qui vont faire l'Internet libre, qui vont faire... Tim Berners-Lee, le fondateur qui avait promu ce type de modèle. Voilà, Richard Stallman, tous les fondateurs d'Internet qui sont des visionnaires, qui aujourd'hui, ce projet-là, aujourd'hui, il est dans la blockchain, dans les crypto-monnaies. Voilà, ça c'est le projet de l'Internet libre, face au projet de l'Internet commercial, représenté par Bill Gates à l'époque, donc dans les entrepôts du MIT, et en fait, l'Internet commercial a gagné. Aujourd'hui, on est en train de vivre le triomphe de l'Internet commercial sans pratiquement qu'il y ait d'opposition ou de voix minoritaire. Donc, je trouve que c'est bien de réfléchir à Internet aujourd'hui par rapport aux évolutions sociologiques que ça amène, notamment sur le personal branding, mais je trouve que c'est bien de rappeler que c'est un certain Internet triomphant, et que cet Internet triomphant, il a prospéré par l'absence de règles, exactement comme le commerce international s'est développé sur les eaux internationales au XVe siècle, et qu'en absence de règles, les pirates faisaient en gros la loi et les régulateurs du commerce international, jusqu'à ce que les États s'en mêlent et décident de dire « Attendez, on ne peut pas faire n'importe quoi avec le commerce sous prétexte que ces eaux appartiennent à personne, on va employer les pirates à notre solde et ils vont travailler pour nos couronnes et nos régimes. Les pirates deviennent corsaires. » Et donc là, c'est la même chose, ce qu'on est en train de vivre. Pardon, mais juste... Non, Pierre, c'est passionnant. Je voudrais faire réagir Madame la sénatrice. Laure, c'est une belle vision de la nécessité de réglementer finalement notre Internet, qui est devenu un des diffuseurs incontournables des contenus audiovisuels, cinéma, le domaine, le monde des idées finalement, et qui est extrêmement stratégique dans notre représentation du monde. Oui, je dois dire que je suivais Pierre jusqu'à son analyse de mai 68 et surtout de notre jeune génération. Moi, j'ai un fils de 20 ans. Je pense que ce que vous dites, même concernant les liens sociaux ou économiques, on voit bien que les jeunes aujourd'hui préféreront travailler en start-up et en synergie collective sans hiérarchie entrepreneuriale.
Je pense qu'ils ont un sens de solidarité, ou même sur le développement durable, sur l'écologie, beaucoup plus généreuse que la nôtre, moins consumériste, des années 80-90. Donc ça, de ce côté-là, je suis entièrement d'accord. Alors après, Internet totalement libre me fait horriblement peur, parce qu'on est confrontés, nous, parlementaires, mais nos jeunes surtout, au complotisme, à la woke culture qui me moi, je suis me pour l'Internet terrorise. libre et réglementé. Voilà, mais quand on va aussi loin, moi j'ai rencontré des députés pirates à Bruxelles, quand on défendait la directive droit d'auteur avec l'ensemble des secteurs culturels. Ça fait peur. Ça fait peur. Non, mais moi, je voilà, ne prenais pas le parti pirate. Je disais juste qu'on en est en ce moment à lever l'impôt auprès des GAFAM. Juste, voilà, moi j'ai une société, je paye 20% de TVA. Ouais. Google en France, qui a 90% du marché publicitaire, ne paye pas 20% de TVA. Ah mais alors là, attendez, là je vous suis à 300%. C'était de ça dont je parlais. Voilà, non mais alors je pensais que vous parliez en effet des deux phénomènes d'Internet. Sur les GAFAM, vous aurez d'ailleurs, vous l'avez vu, beaucoup de parlementaires derrière vous, comme de la même façon sur la SVOD, il faut que la règle soit la même pour tous. Et on s'est vraiment battu pour ça parce que c'est important. Moi, dans le domaine du livre, par exemple, là, je suis en train de me faire totalement torpiller par Amazon parce que j'exige juste que les frais d'expédition soient les mêmes pour Amazon, mais pour les libraires. Voilà, parce qu'il n'y a pas, c'est pas normal que Amazon puisse faire des frais d'expédition à 1 centime d'euro et que les pauvres libraires soient obligés de payer 7 à 10 euros de frais d'expédition auprès de leurs lecteurs. Donc là-dessus, vous nous trouverez toujours. Non, j'ai cru parce que c'était intéressant intellectuellement de rentrer dans votre analyse de cette jeune génération, du fait qu'en effet, on va devoir parler avec eux. On a aussi une grande fierté avec Sylvie, c'est que c'est grâce à nous, on a pu sauver France 4, par les programmes, en effet, qui ont été mis en place au tout début du Covid, mais c'est un combat de plusieurs années. Et qui dit France 4 dit Culture Box aussi le soir, qui est un autre public, mais qui est quand même aussi intéressant. Et France 4, ça a été vraiment pour nous notre plus belle victoire de la loi audiovisuelle, parce que honnêtement, je pense que sinon, c'était perdu d'avance. Donc là-dessus, on se bat. Mais là où je suis entièrement d'accord avec vous, c'est comment parler à ces jeunes sur des contenus, alors en dehors de l'Internet, de les faire revenir devant leurs écrans. Moi, quand je rencontre des gens de service public qui me parlent de leur programme pour les jeunes, mon fils n'a jamais allumé la télévision de sa vie. Enfin, je veux dire, même nous, on ne regarde plus le journal de 20 heures. Enfin, voilà, je fais partie maintenant de la ménagère de plus de 50 ans, comme on dit. Bon, je ne regarde jamais plus la télévision, ou peut-être très tard le soir quand j'ai zappé un truc et qu'à 23 heures, ou en replay. Donc, ces jeunes-là, il faut en effet les ramener à nos écrans autrement. Sinon, c'est vrai que la sélection, s'ils ont un peu d'éducation, ils vont pouvoir sélectionner eux-mêmes les images et ce qu'ils vont regarder. Sinon, ça peut aller très loin, dans un danger important. Voilà. Et ça, c'est un souci permanent. Alors, moi, je pense qu'il faut de l'éducation aux images. Pardon. Par rapport à ce que vous dites, c'est un vrai sujet. Bien sûr. Et je trouve que juste ce qu'il faut faire, vraiment, mais c'est impératif, et dès le plus jeune âge, c'est juste d'éduquer aux images, d'éduquer aux messages, d'éduquer à la publicité, au placement de produits. Enfin, moi, je le fais à l'échelle de ma famille. Je veux dire, expliquer à une enfant de 7 ans ce que c'est le placement de produits dans une publicité placée sur Instagram, ça prend 5 minutes et après, ça devient un jeu. Moi, ma nièce, aujourd'hui, elle a 13 ans. Depuis 6 ans, elle sait reconnaître les placements de produits dans n'importe quelle vidéo. Et en fait, je trouve qu'il y a quelque chose de simple, en fait. C'est pas très compliqué. Il faut juste le mettre en place. Bien sûr, bien sûr. Alors, pour réagir par rapport à ce que vous disiez, Laure, peut-être Pascal Mazzala Di Bosco, sur votre perception en tant que psychanalyste de ce sujet des jeunes et de leur addiction aux écrans, aux images et aux enjeux qui se dessinent derrière tous ces sujets. C'est exactement ce que vous disiez juste avant, c'est-à-dire que ça doit être accompagné, ça doit être réglementé. Moi, j'ai du mal à opposer les jeunes, les vieux, les vélos, les voitures à Paris, parce que je trouve qu'on fonctionne les bons, les méchants. Il y a une opposition. On nous vend le monde toujours, l'ancien, le moderne, l'anti-digital, le pro-livre, comme si j'aime manger un cheeseburger, j'ai pas le droit de dire que j'aime le canard confit avec des frites. C'est pas possible, il faut que je choisisse mon camp. Donc il y a un peu ça, un peu franco-français, je dirais. Moi, j'y suis confrontée tout le temps dans ma pratique. Donc je pense que toute nouvelle chose est bonne à accueillir dans la mesure où on peut la comprendre.
Dans la mesure où on peut être aidé, moi c'est formidable, parce que depuis tout à l'heure, avec vous tous, moi j'apprends plein de trucs que je ne savais pas du tout. C'est-à-dire que si on m'explique, si on m'apprend, si on me donne le minimum de mode d'emploi, pas le mode d'emploi qui fait 80 pages dans toutes les langues que personne ne lit, même pour un réveil matin, mais la possibilité de traduire ce que je vais voir, je pense qu'on est tous capables d'avoir accès à de la modernité sans la rejeter. Et pour moi, si on veut faire perdurer des choses d'où l'on vient, donc peut-être ce qu'on va appeler la tradition, elle ne peut continuer à exister que si elle se modernise, c'est-à-dire que si elle est accompagnée de tout ça. Mais il faut réglementer, il faut accompagner les enfants, il ne faut pas leur dire « va lire un livre plutôt que d'être sur les écrans ». On peut aller sur un écran avec un enfant, on peut être dans l'accompagnement d'un écran, on peut jouer avec un écran avec un enfant, et on peut aussi jouer avec des Legos avec un enfant. Mais je ne vais pas dire c'est mieux les Legos que l'écran. Par contre, que la lecture dans un coin pour un enfant qu'on va isoler, c'est aussi isolant que l'écran pour un enfant dans un coin avec lequel on ne va jamais partager. La lecture, c'est bien, mais si on n'est jamais en interaction avec un enfant et qu'on lui donne tout le temps un bouquin, au bout d'un moment, le lien social, ça va être compliqué pour lui. Donc, je dirais que cette révolution digitale, on peut l'appeler une révolution, c'est peut-être la 4e révolution industrielle. Donc, elle est faite de choses très radicales. Et moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, alors je suis peut-être plus optimiste, mais je sais pas, qu'on est en train de lâcher peut-être cette radicalisation et d'essayer de se poser en tentant de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et tout ça parce qu'il y a un frein opposé. Il y a des gens comme Greta Thunberg, il y a les jeunes de 20 ans sont beaucoup plus généreux que ma génération à 20 ans, sont beaucoup plus concernés par le monde de la solidarité, par le monde du social, par l'entraide, etc., beaucoup plus que nous. Donc, il y a des leviers opposés et je pense que justement en ce moment on est moins dans le radical et qu'on prend conscience de ces leviers opposés pour essayer, alors là je vais citer Camus, pour aller dans ce qu'il appelait la radicalité de la nuance. Et ce qui est vraiment, moi, une obsession en fait dans tout. La radicalité de la nuance. Très belle formule. Elle est de Camus. Elle est de Camus. Non, mais j'ai bien noté et c'est difficile de ne pas rendre hommage à Albert Camus. Frédéric, j'aimerais simplement, Frédéric, qu'on puisse parler de la responsabilité des marques par rapport à ces contenus. Vous avez parlé tout à l'heure de la peur, de la référence que représentent les marques, hein, c'est un aspect presque sécuritaire, mais quid de la responsabilité des marques? On sait qu'énormément de contenus sont produits par des internautes, beaucoup de jeunes, hein, seuls. On sait aussi qu'il y a des contenus qui proviennent des marques. Est-ce que les marques ont une responsabilité dans cette évolution de la diffusion des contenus? Alors, moi je pense que ça participe d'un raisonnement plus général sur la désacralisation. Là on parle de l'essor de l'individu, mais c'est un phénomène qui date de la Révolution française, peut-être même avant, peut-être même de Pythagore. Enfin, donc ce phénomène de désacralisation, c'est une chose qui est merveilleuse parce que ça donne en effet la pleine lumière sur l'individu et ses capacités. Donc ça devrait avoir un pouvoir libérateur. Les médias, les marques, tout le monde a une responsabilité en fait. Moi, je vois aujourd'hui ce système comme une sorte d'économie circulaire à travers lequel les marques, et on l'a expliqué tout à l'heure, du fait d'un marketing de plus en plus précis et individualisé, a tout intérêt, on y reviendra, a tout intérêt à mettre en avant l'individu et donc à faire émerger des individus. Et ça donne en fait un système où la marque va parler aux médias d'un individu qui va lui-même devenir une marque. Et on se retrouve dans un système circulaire où, effectivement, on va mettre sur le même plan un blogueur et Google. On va mettre sur le même plan une influenceuse et EDF, pour faire simple. C'est-à-dire qu'en termes d'expression, et Jean-Louis tout à l'heure parlait un peu d'occupation du temps, en réalité, c'est des grilles, hein, tout ça, et c'est bien nommé d'ailleurs. Effectivement, et le vrai débat sur le fond, il est de se dire, dès lors qu'un individu a effectivement à sa disposition des moyens d'une telle puissance, comment ne pas l'éduquer?
C'est la question qu'a posée Aristote en écrivant la rhétorique. C'est qu'à un moment donné, on ne peut pas laisser la rhétorique à ceux qui font de la rhétorique. Il faut que ça devienne un sujet public, il faut que ça devienne un sujet vertueux. Donc c'est comment est-ce qu'on refonde ces moyens, et Pierre l'évoquait tout à l'heure, pour les comprendre et éventuellement les utiliser dans le bon sens. Alors on voit qu'en effet, il y en a aujourd'hui qui savent faire. Alors, en général, ils ne sont pas tout seuls, mais effectivement des individus qui émergent pour porter d'autres solidarités, pour porter d'autres messages, et qui mettent en évidence en fait un point de vue qui est là pour le coup de la responsabilité des marques, mais aussi de la perte générale du sacré, qui est à partir de quel moment est-ce qu'on peut faire émerger une parole et à quel prix et comment. Et effectivement, ça c'est pour le coup un débat historique et qu'il faut en effet... oui, il faudra effectivement probablement légiférer, il faudra réglementer, il faudra enseigner, il faudra emmener tout le monde dans ce circuit, mais la réalité c'est que tout le monde a une responsabilité, mais qu'en revanche il faut la prendre en charge. J'aimerais revenir sur le sujet des algorithmes qui sont propres aux grands systèmes numériques auxquels on est confronté. Il y a eu sur une plateforme bien connue Netflix un documentaire qui s'appelle The Social Dilemma qui montrait finalement des responsables de plateformes et de réseaux sociaux, je pense notamment à Facebook ou à Google, qui disaient « Nous avons été trop loin et surtout nous regrettons d'avoir développé cette addiction à ces contenus ». Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, par rapport à votre rôle et à votre capacité à alerter, à éduquer, comme le disait Pierre tout à l'heure, mais également à peut-être proposer des solutions concrètes pour le monde d'après? Parce qu'on voit bien qu'on est au bout d'un système qui a une remise en question complète. On évoquait effectivement l'impunité des GAFAM par rapport à la fiscalité, mais là on joue vraiment à l'intérieur de nos cerveaux, de toute une génération. Il y a manifestement une question de fond qui se pose, et vous êtes des acteurs clés en France de la production. Donc quelles sont les actions concrètes pour préparer ce monde de demain? Peut-être Jean-Louis ou Pierre après? Moi j'ai juste une piste, une idée qu'on essaye d'explorer depuis quelques années, quelques mois en tout cas, que j'essaie d'explorer. C'est que pour lutter contre les algorithmes, pour lutter contre ces choses, entre guillemets, contre ces non-choix, ou ces choix qui sont prédéterminés par soi, qui sont imposés finalement. L'idée c'est de valoriser les gens. En les valorisant dans nos programmes télé, on valorise leurs choix aussi. On les rend plus maîtres d'eux-mêmes, plus sûrs d'eux et plus sûrs de leurs choix et dans leur capacité à les faire eux-mêmes et à ne pas se les faire dicter ou proposer par d'autres. Et ce travail de valorisation des gens, des téléspectateurs, des individus, c'est quelque chose qui commence à arriver en télévision. On a eu la télé-réalité qui est arrivée dans les années 2000. Là, on a les docus du réel. Voilà. Vous pouvez donner des exemples, Jean-Louis? Oui, les docus du réel qui existent. Je sais pas, il y a eu des programmes, il y en avait un qui s'appelait Les Mamans, que j'ai produit d'ailleurs, qui s'appelait Les Mamans sur Sister, où on prenait juste des mamans qu'on montrait dans leur quotidien, voilà, quotidien de maman normale, entre guillemets, et ça, elles se sentaient valorisées, elles se sentaient sûres d'elles, elles tout à coup, en mettant à la disposition des gens leur vie quotidienne, leur choix de maman. Par exemple, il y avait un exemple tout bête, il y avait une maman solo qui avait 2 enfants, 2 garçons, et qui devait aller à la piscine. Voilà, donc on s'intéressait à combien de serviettes elle mettait dans le sac, mais c'est important, c'est un choix qu'elle fait. Le choix qu'elle fait en arrivant à la piscine, est-ce que je vais dans le vestiaire des garçons ou des filles? Elle a 2 garçons. Tous ces choix-là, tout ça, toute cette vie quotidienne, tous ces choix qu'elle fait au quotidien, la façon de le raconter, elle se sentait valorisée. Et derrière, elle était consciente des choix qu'elle faisait, mais quel que soit le choix. Et donc, ce système de valorisation de l'individu, on revient à l'individu, permet clairement de mieux faire ses choix et de mieux choisir. Et c'est une façon d'éduquer les gens en les valorisant. Et l'audience était au rendez-vous? L'audience était au rendez-vous. Alors ce qui est assez particulier, c'est que ces mamans sont devenues des influenceuses derrière. C'est-à-dire qu'une fois qu'on passe à la télévision, on engrange, du fait de sa personnalité, un certain nombre de connexions et de gens qui viennent vous suivre sur Instagram et sont devenus des influenceuses. Donc maintenant, c'est elles qui proposent des choix préconçus, entre guillemets, qui sont support ou marques par rapport au reste des téléspectateurs. Merci Jean-Louis. Laure, vous vouliez réagir, et puis peut-être Pierre après?
Oui, alors surtout ne croyez pas que c'est égocentré par rapport à ce que je suis et ce que je vis, mais je suis très, très touchée par ce que vous dites. Moi, j'ai décidé de me servir de Facebook pour expliquer ma vie d'élu au quotidien. Parce que les médias ne reflètent absolument pas ce que l'on fait. Et s'il y a 70% aujourd'hui d'abstention à chaque élection, c'est qu'en fait, moi, un jour, je n'ai pas été invitée dans une émission parce qu'on m'a dit « vous ne faites pas du gros rouge qui tâche ». Voilà, tout simplement. Une chaîne info en continu. Je ne fais pas du gros rouge qui tâche, c'est-à-dire que voilà, je ne fais pas d'esclandre, je ne suis pas en train de dire des choses... Et au fond, c'est terrible parce qu'il y a 99% des élus qui gagnent assez peu leur vie, enfin, par rapport à... Voilà, dans le privé. Bien sûr, par rapport aux citoyens lambda, oui, mais je pense que les gens seraient assez étonnés quand on donne nos salaires de sénateurs à 3000 balles. C'est beaucoup de fantasmes. Et moi, du coup, Facebook, je m'en sers. Alors, mon fils m'engueule à chaque fois en me disant « tu mets des textes beaucoup trop longs, etc., ça ne sera jamais lu ». Mais c'est mon carnet de bord. Et en fait, j'ai transformé mon Facebook, non pas pour me gratifier moi-même, mais au quotidien, de montrer que je peux passer d'un déjeuner avec des agriculteurs pour défendre la filière chanvre, en passant par Polytechnique pour un projet absolument incroyable de purification d'air, après passer dans une chapelle pour des fresques de Giotto et finir par une réunion politique. C'est mon quotidien, c'est celui de milliers et de milliers d'élus. Et c'est vrai que je suis toujours très triste que l'audiovisuel ne se soit jamais saisi de ça, et d'ailleurs on le voit. Les émissions où on met en scène des hommes politiques, des personnalités politiques dans leur intimité marchent toujours très bien. Parce qu'au fond, les gens ont besoin de se retrouver dans la personne et pas simplement asséner des mesures politiques ou des magots, parce que ça peut l'être aussi, bien évidemment, dans une émission dite instantanée et du matin ou du soir, quoi. Voilà. Mais c'est vrai que... Le problème, c'est qu'il y a toujours un soupçon de manipulation aussi. En ce moment, hein, depuis quelques années, sur toutes les émissions où on mettrait en scène, entre guillemets, où on suivrait un politique ou un homme d'affaires, ou voilà, quelqu'un, toujours ce soupçon-là aujourd'hui qui est très fort. Et c'est pour ça qu'il faut être authentique et montrer la réalité. Et c'est pas facile. Merci Laure, merci Jean-Louis. Pierre. Oui, non, sur la question sur cette question liée au documentaire sur Netflix qui raconte la manière dont les algorithmes, après les algorithmes c'est des lignes de code, hein, il y a toujours des êtres humains qui font les algorithmes. Donc les algorithmes ne sont jamais neutres. Ah non, l'algorithme il est il est autant le produit d'un cerveau humain que n'importe quelle chanson. Enfin, je veux dire, les algorithmes n'ont pas de vie en dehors de nos volontés à nous. Donc les algorithmes, en fait, qui aujourd'hui sur les réseaux sociaux génèrent des vidéos que vous allez regarder en scrollant ou en swipant et qui sont des contenus donc algorithmés pour correspondre par quel que soit le bout par lequel on le prend à vos attentes, besoins, envies qui ont été constatés par vos propres traces. Dans un but de maintenir l'audience, c'est-à-dire voilà. le temps d'antenne. Le but avéré, c'est de vous laisser le plus longtemps possible devant l'écran. Voilà. C'est vraiment l'objectif de ces algorithmes-là. Et il y a une vingtaine d'années, je crois, on a interdit les images subliminales à la télévision hertzienne. Le CSA est l'organe de régulation. Le CSA veille. Si demain, n'importe quelle chaîne qui diffuse de l'hertzien met une image subliminale, c'est-à-dire à la télévision, il y a 25 images par seconde. Si vous voyez une image sur 25, en fait, votre cerveau l'imprime, mais vous n'avez pas le temps de la distinguer. Et la publicité induite, elle se faisait comme ça dans les années 60, 50, 70. Les publicités dont on parle sur Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok, qui fonctionnent sur ça, pour moi, sont 1000 fois pires que le subliminal. Parce que, à la rigueur, la publicité subliminale à la télévision va essayer de me vendre une Mercedes et moi je roule en vélo. Et ça, la télé ne peut pas savoir que moi je roule à vélo et que la publicité, elle me passe à côté. En revanche, si je suis sur Instagram, et ils savent très bien que je suis à vélo, Mercedes ne va jamais acheter pour moi, c'est le vélo qui va acheter pour moi et la publicité va être beaucoup plus centrée et va être beaucoup plus sur moi. Donc ça, pour moi, ça va à l'encontre de ma liberté d'individu et des droits fondamentaux que l'État devrait nous garantir. Donc je pense que sur ça, il faut interdire ces pratiques.
Il faut qu'il y ait, je veux dire, de la même manière que les images subliminales sont interdites à la télévision, il faut que les publicités qui manipulent ma volonté, malgré moi, soient purement et simplement interdites. Il n'y a pas de négociation, en fait. C'est impossible. C'est juste qu'on a 20 ans de retard, que la classe politique, pendant 15 ans, a déterminé que l'Internet n'était pas un sujet politique, que ça concernait des geeks et que c'était des gadgets. C'est pas faute de l'avoir dit. Maintenant, il y a un vrai éveil des consciences. C'est des bandits de grand chemin qui ne payent pas l'impôt, qui imposent un système publicitaire qui va à l'encontre du droit des gens. En fait, il faut les réglementer. Et je pense que cette exigence-là, dans les 10 ans qui viennent, elle va être répondue parce que de toute façon, ça ne va pas durer longtemps comme ça. Ils sont trop riches et on est en train de trop s'appauvrir. Que Google ait 95% du marché publicitaire en France sur Internet, ça ne peut pas durer en fait. Il y a beaucoup de choses sur les droits voisins, européens. Enfin, il y a quand même un certain nombre de législations qui sont en train de s'opérer. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Peut-être faire réagir Frédéric sur ce sujet. On a vu que dernièrement, Apple a fait une campagne sur la confidentialité des données, en faisant un argument marketing assez redoutable, parce que c'est tout le contraire de Facebook et de Google, comme le disait Pierre. Qu'est-ce que ça vous inspire, Frédéric, vous qui conseillez des grandes marques? Alors c'est effectivement, moi ça m'inspire deux choses, c'est que les marques sont en recherche de proximité, surtout les marques technologiques qui ont cette image un peu distante. Et on est passé au cran du dessus en fait, on est passé à la recherche de l'intimité. C'est-à-dire de faire en sorte que lorsque vous n'avez plus besoin d'énoncer que vous aimez quelque chose. Je vais vous donner un exemple. Quand Ikea est arrivé en France, vous arriviez dans le magasin et il y avait une table à langer. C'était les seuls à faire ça. Quand on fait ça, on n'a plus besoin de parler de la famille, c'est évident. L'objectif aujourd'hui des marques, et c'est là où en effet ça peut être insidieux et ça peut être très puissant, c'est d'aller chercher ces éléments d'intimité. Et effectivement d'en faire des éléments de reconnaissance. Mais la reconnaissance ne signifie pas l'identité. Ce n'est pas parce qu'on se reconnaît qu'on est les mêmes. Donc à partir de là, il faut effectivement redéfinir ce que c'est que ce processus. On se doute bien qu'Apple va... Alors, là encore, c'est un rôle qu'on voue ou qu'on donne ou qu'on accorde à la marque qui peut être très surdimensionné. Pourquoi attendre d'Apple de nous défendre alors qu'on peut le faire nous-mêmes? Donc ça, on le sait depuis la Boétie, mais effectivement, ça, c'est un vrai sujet, c'est cette reconquête de l'intimité et la capacité, à travers des outils maîtrisés, qu'ont effectivement les individus à s'inspirer les uns les autres, par leur exemplarité, par ce qu'ils représentent, et où effectivement, ça c'était l'attente, Pierre l'a très bien dit, et Jean-Louis et Laure également, c'était l'attente d'Internet, c'était de pouvoir avoir cette parole libre, cette parole qui soit simplement ce qu'elle était, une voix, la voix de quelqu'un. Et dès lors qu'on pourra repartir effectivement sur cette dimension, alors sans effectivement imaginer qu'il y a derrière des collusions ou des tentatives de manipulation, là je pense qu'on pourra faire un grand pas dans l'inspiration. Mais Apple devient aussi un éditeur, un producteur, puisque Apple TV va devenir un acteur déjà, mais va le devenir de plus en plus en produisant des séries. Moi je fais une prophétie qui est très... En les achetant. Je fais une prophétie depuis plusieurs années qui est qu'effectivement, alors on parle aujourd'hui beaucoup des métaverses et de ces univers parallèles, mais dans cet univers bien précis, on commence à assister vraiment à une intégration totale du système de marque, c'est-à-dire qu'on attend de la marque qu'elle puisse répondre à tout. Et vous avez déjà des noms qui apparaissent. Il suffit de penser à Amazon qui n'était pas du tout légitime dans le contenu. Et pourtant, ça devient un opérateur majeur. Apple, pour l'instant, on n'a pas vu sortir réellement l'Apple TV. Microsoft TV travaille depuis des années sur quelque chose qui n'a pas encore vu le jour. On peut s'attendre à ce que de ce point de vue-là, effectivement, il y a là pour le coup un bouclage total. Et où effectivement, dans cet univers-là, il va falloir trouver des moyens pour restaurer la plénitude de l'individu. C'est amusant quand vous parlez de ça. Moi, en 2000, j'avais une société, on faisait de l'Internet et j'avais un projet qui s'appelait Hollywood. Et Hollywood, c'était un moteur personnel encrypté. C'est-à-dire qu'en fait, vous étiez le maître de vos données, elles vous appartenaient et vous les échangiez de manière cryptée, c'est-à-dire qu'elles s'autodétruisaient lors d'un échange ou alors vous décidiez de les concéder. Mais c'était votre choix.
Et toute l'information que vous récoltiez ne concernait que vous et enrichissait votre recherche sur Internet. Merci Frédéric. Pascal, juste une réaction. Quand on écoute Frédéric, on a l'impression que c'est un système organisé, holistique, qui nous entoure totalement, dont on est totalement dépendant. Est-ce que cette dépendance, vos patients, dans cette dépendance au message, au contenu, il vous semble que c'est une souffrance ou ça peut être tout simplement un divertissement pour eux? Quand c'est un divertissement, il n'y a pas de problème en fait, je dirais. Mais vous ne voyez pas ces personnes-là? Pour toute chose, si, ils peuvent venir, mais ça n'est pas le sujet de... s'ils arrivent à l'utiliser comme un divertissement, comme un jeu, ils ont leur altérité, leur sens critique, ça marche. Quand ça devient une addiction, en fait c'est comme toute addiction. L'addiction aux écrans, au digital, je ne sais pas si vraiment les gens mesurent encore aujourd'hui, parce qu'on n'en parle peut-être pas comme on a mis du temps, parce que ça a été tabou de parler de l'addiction alcoolique, l'addiction aux toxiques, aux drogues, l'addiction sexuelle, on en a parlé ces dernières années. C'est une véritable addiction. Il y a des jeunes qui vous appellent, des jeunes de 20 ans, 25 ans, et qui vous disent au secours, je veux un rendez-vous, je suis devenue addict et je suis totalement décalée, je m'endors à 7h du matin, je ne fais plus mes études, je ne peux plus rien faire, j'ai plus d'énergie, je veux m'en sortir, mais je ne sais pas comment. Donc c'est de cet ordre-là. Mais bien évidemment, encore une fois, il ne faut pas diaboliser. J'aime pas trop partir dans des choses comme ça. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas une structure qui va tomber dans une addiction. Voilà, il faut quand même dire, avant qu'il y ait addiction, il y a une structure avant qui fait que ça va pousser sur l'addiction ou pas. C'est pas parce que je bois du vin, c'est pas parce que je vais faire du sport que je vais devenir une addicte du sport et que je vais devenir une alcoolique. Donc il y a une structure qui précède. Par contre, il peut y avoir, un peu comme je le disais tout à l'heure, je crois, Pierre, comme le sucre pour l'appétit, il y a quand même un usage un peu tordu parfois par ceux qui lancent des produits qui savent par avance qu'ils vont aller toucher certains vecteurs du cerveau, on va dire, neuronaux, que disait Pierre, qui vont les rendre addicts plus facilement, comme le sucre pour ouvrir l'appétit. Donc il y a quand même des gens, et ça a toujours existé, c'est pas parce que c'est le digital maintenant, mais il y a toujours eu des gens tordus qui vont aller chercher ça. Et donc ça, c'est quand même un danger. Alors c'est vrai que moi, modestement, à la place que j'occupe, les gens qui viennent de me voir sont en demande. Donc ils ont une démarche volontaire de vouloir s'en sortir. Donc on travaille ensemble. Et je dis que tout n'est pas perdu, mais on travaille ensemble. Et il y a quand même des prises de conscience. Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu, mais... Non, vous avez très bien répondu. Voilà. Merci Pascal. Alors pour terminer, parce qu'on arrive à la fin de notre plateau, notre table ronde, j'aimerais vous poser une question à chacun d'entre vous, la même question. C'est de vous poser la question finalement de vous demander de résumer en une idée clé ce qui pourrait être votre souhait pour le monde d'après, dans ce monde de l'image, dans ce monde des programmes qui a un impact considérable, on le voit bien sur les jeunes générations, mais sur l'ensemble de notre société, et de vos activités particulières. Parce que bien évidemment, pour Frédéric et Pascal, ça prend une dimension un tout petit peu différente que la production audiovisuelle même si ça participe de cet écosystème. Et puis peut-être terminer par Madame la sénatrice, si vous le voulez bien. Donc, Frédéric, un souhait pour le monde d'après. Le souhait, c'est la réappropriation du réel et de sa propre légende. C'est-à-dire que nous ne sommes que le récit de nos légendes, et le récit prend de plus en plus de place. Si on laisse les autres raconter à notre place, on perd sa propre légende. Donc c'est effectivement cette dimension peut-être plus poétique de la lecture et de l'expression dans la réalité. Donc la réappropriation du récit personnel, dans un récit collectif. Exactement. D'accord. Parfait, merci Frédéric. Pascal. Alors franchement, c'est du top, gâteau. hein. Là, c'est top, du gâteau, hein. ce qui me donne. C'est difficile de passer après Frédéric, hein, vraiment. La réappropriation du réel, c'est pas merci, mais c'est un objectif pour moi en soi, parce que
toute la journée, c'est la possibilité de donner à l'autre de se réapproprier son réel et pas son individualisme. Parce qu'on a beaucoup parlé d'individu, mais il y a une nuance. Hein. C'est pas de l'individualisme, c'est l'intégrité de l'individu. Et moi, j'ai envie de dire de continuer à être curieuse pour continuer à avancer en marchant. Parce qu'en fait, il n'y a qu'en marchant et en avançant que je peux me casser la gueule, me relever, me dire pourquoi je me suis cassé la gueule, comment je me suis relevée. Et c'est vraiment ce désir d'avancer avec cette humilité. Et je crois que là, on peut s'aligner. Voilà, donc s'aligner, en fait. Voilà. Voilà. Pierre, qui a parlé de se rassembler tout à l'heure, un souhait pour le monde d'après. En fait, moi je trouve que aujourd'hui il y a une tutothèque mondiale qui est déjà là et qui sont des contenus, souvent des contenus audiovisuels, souvent des contenus très pauvres et très mal faits, mais super utiles. Et je trouve que c'est hyper intéressant pour travailler avec des gens qui sont nés dans les années 80, 90 et maintenant même 2000. Je trouve qu'il y a une approche du tuto, de l'apprentissage par soi-même, de l'apprentissage par les pairs, qui rend aux gens leur puissance. Il y a une différence entre pouvoir et puissance. Moi, j'espère que dans 20 ans, on aura gagné de la puissance et on aura laissé tomber un peu de pouvoir et qu'on se sera reconnecté à nous-mêmes, aux autres et en fait aux vivants qui nous entourent et dont on est constitué. Voilà, ça, ce serait vraiment super. Merci Pierre. Pascal Brogniaux, votre souhait pour le monde d'après, en une idée, qu'est-ce que ça pourrait être? Il faut peut-être passer un micro à Pascal, là. D'accord, je n'avais pas vu. Non, moi je pense qu'avec les moyens qui nous sont donnés aujourd'hui de communiquer, je pense qu'on devrait arriver à avoir un monde plus généreux, plus curieux, et que les richesses, je parle des richesses culturelles, que les richesses de savoir des uns puissent se distribuer sans qu'ils soient issus d'une classe sociale. C'est un peu utopique sûrement, mais il me semble qu'en ce moment, on arrive quand même de temps en temps à avoir plus de liberté dans ce qu'on veut partager avec... les gens ont tendance à être un peu plus libres dans la parole quand même, dans la parole et dans d'autres façons de communiquer, et que c'est une richesse qui ne peut qu'augmenter si un maximum de gens y ont droit. Ouais. Donc j'espère que ça va aller dans ce sens-là. Dans accès au plus grand monde pour pouvoir exprimer, notamment cette nouvelle génération, sa générosité par rapport au monde. Merci Pascal. Jean-Louis? Alors, Jean-Louis qui n'a pas quitté sa casquette, hein, vous avez remarqué quand même. Ça c'est à force de me voir dans les vidéoconférences, j'en ai marre de me voir chauve, donc j'ai mis... depuis je quitte plus de casquette. Non, moi je vais être assez terre à terre par rapport à mon métier. En fait, aujourd'hui, et je le disais tout à l'heure, la société française, elle est peut-être clivée comme jamais, ou c'est pas arrivé depuis l'affaire Dreyfus, ou la fin du 19e, ou le début du 20e. On est vraiment dans une société clivée, difficile, où chacun est en conflit avec l'autre. Et je pense que voilà, notre métier de producteur, comme je le disais tout à l'heure, c'est de rassembler, c'est de faire des émissions, des programmes, des projets dans lesquels on se rassemble et on se retrouve. Il faut à tout prix je pense que c'est très dangereux la période qu'on vit avec tous ces clivages qui sont exacerbés par les réseaux sociaux, qui peuvent être parfois aussi mis en scène à la télévision, etc. Donc tout ce côté-là, il existe, on ne peut pas lutter contre, mais peut-être qu'en créant un pôle positif, plus rassembleur, on y arrivera. Voilà. Merci Jean-Louis. Peut-être passer le micro à Madame la sénatrice pour conclure cette table ronde. Bon Thierry, je vais abuser, je vais en faire deux souhaits. Un, concernant plus particulièrement nos jeunes, j'aimerais en effet qu'on puisse leur enseigner le sens critique. Je pense que c'est très important pour les images qu'ils vont réceptionner dans les années à venir, et je pense que c'est aussi une façon de se consolider. Et mon deuxième souhait le rejoint, c'est ce que vous avez dit, et vous en particulier, de pouvoir se réconcilier. Vous avez parlé, Madame,
du fait qu'on était très manichéens et je vais donner l'exemple du vaccin. Il y a les anti-vax et les pour pass sanitaire. Nous, on le vit de plein fouet. Et du coup, si on pouvait avoir des programmes audiovisuels qui puissent nous réunir tous et qu'on puisse discuter calmement, ne pas forcément avoir les mêmes idées, mais au fond pouvoir se retrouver à travers ce genre de programme, ça serait formidable. On apprendrait à nos enfants ce qu'on a vécu nous à notre époque. Je prends un exemple un peu atypique, mais avec la mort de Bébel, j'ai fait faire à mon fils une culture extrêmement accélérée de tous ces films. C'est génial sur les années 70-80. Enfin, je veux dire, il a appris plein de choses. Et lui nous enseigne énormément de choses de ce qui se passe aujourd'hui en 2021. Et en fait, que nos programmes puissent passer notre temps en fait, à retisser des liens entre nous et qu'on arrête en effet d'être aussi opposés les uns aux autres, ça serait l'idéal. Voilà. Merci Madame la sénatrice, merci à tous. J'espère que vous avez autant de plaisir à écouter cette table ronde que j'ai eu à la préparer et à l'animer. Et je voudrais tous vous remercier pour vos analyses, vos visions et votre enthousiasme sur le monde d'après, même si vous avez posé des questions qui montrent la complexité de gérer tout ça ensemble. Et on voit bien que la régulation est un point essentiel, mais que ça passera par une réappropriation de ces sujets et probablement une meilleure éducation des sujets de responsabilité de chacun. Ça, c'est vraiment les messages qui passent. Un grand merci et la suite de l'Assemblée des médias. Merci.